Les affaires de disparition sont parfois plus délicates à traiter que celles qui parlent de meurtre. Dans la majorité des cas, malheureusement, ce sont des histoires sans fin, et elles ouvrent la porte à toutes sortes de théories qui ne font qu'alimenter le mystère qui les entoure. C'est sûrement pour ça qu'elles sont aussi fascinantes. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée il y a plus de 120 ans, et aujourd'hui encore, on débat sur ce qu'il s'est réellement passé. Cette histoire, c'est celle des disparus du phare d'Élan Mor. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Quand Joseph Moore pose le pied sur l'île d'Élan Mor en Écosse, le 26 décembre 1900, il a un mauvais pressentiment. Il lève les yeux vers le haut de l'escalier qui lui fait face, mais contrairement à ce qu'il espérait, il ne voit personne. Joseph se retourne et, dans la barque qu'il a amenée jusqu'ici, il voit sur le visage des deux marins de l'inquiétude et un peu d'angoisse. L'homme grimpe les marches et, arrivé au sommet, il pose les yeux sur le phare qui domine toute l'île. Le bâtiment est plongé dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il est venu. Ça fait 10 jours que la lampe du phare est éteinte. Pourtant, il n'est pas abandonné. 3 gardiens vivent en permanence sur l'île d'Élan Mor. Essayant d'oublier la peur qui grandit en lui, Joseph commence à marcher vers l'édifice silencieux. Élan Mor fait partie d'un ensemble de 7 petites îles de l'archipel des Hébrides, au nord-ouest de l'Écosse. Communément appelées les îles Flannan, ou parfois les 7 chasseurs, elles tirent leur nom de Saint Flannan, un religieux irlandais ayant habité l'île au 7e siècle après Jésus-Christ. Il y bâtit d'ailleurs une chapelle, dont les ruines sont encore présentes aujourd'hui. On dit 7, mais en réalité c'est plutôt une vingtaine de formations rocheuses qui forment les îles Flannan. Parmi elles, Élan Mor est la plus grande, d'ailleurs ce nom signifie tout simplement « grande île ». Elle prend la forme d'un œuf et mesure environ 730 mètres de long pour 460 de large. Entièrement bordée de falaises, sa surface est majoritairement un plateau qui descend du nord vers le sud. L'archipel n'a pas bonne réputation. Isolé, il est sans cesse battu par les vents et les vagues. La présence de l'ermitage de Saint Flannan a également entraîné pendant un temps des pèlerinages d'un petit groupe religieux aux rituels très particuliers, comme marcher à genoux jusqu'à la chapelle ou en faire le tour, dans un sens précis. Ça n'a pas duré longtemps, mais tous ces éléments ont contribué à donner une aura de mystère aux îles Flannan. Certains disent qu'elle a autrefois été habitée par des gens de très petite taille, dont on aurait retrouvé les ossements. D'autres affirment que l'archipel n'est pas tout à fait de notre monde. Même les quelques bergers courageux y amenant leurs moutons pour les faire paître s'assurent de rentrer avant la nuit. Et à tout ça, il faut encore ajouter les bateaux qui se sont fracassés contre les rochers en approchant les îles, faute de les voir. En 1895, le bureau des phares du nord de l'Écosse annonce un chantier pour en construire un sur les îles Flannan. Comme Élan Mor est la plus haute, c'est elle qui est choisie pour l'accueillir. La construction est censée durer 2 ans, mais à cause de la météo changeante, de la mer capricieuse et de la difficulté à acheminer les matériaux en haut d'une falaise de 45 mètres, elle en prend 5. Ce n'est que le 7 décembre 1899 que s'allume pour la première fois la lampe du phare d'Élan Mor. Située à environ 83 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle est composée de 140 000 bougies et on peut la voir jusqu'à 38 km de distance, quand le temps le permet bien sûr. Le phare, lui, mesure 23 mètres de haut. À sa base, un bâtiment entouré de clôtures sert de quartier d'habitation aux gardiens. À l'intérieur, des chambres, une cuisine, un salon et un espace de stockage. La porte d'entrée s'ouvre sur un petit passage et on arrive au bout à une autre porte qui débouche directement sur la cuisine. Sur l'île, on construit 2 débarcadères, un à l'ouest et un à l'est, histoire de choisir le plus facile d'accès en fonction des vents. Des escaliers sont creusés à même la roche et on les complète par des genres de petits tramways à vapeur contrôlés depuis le phare. Ils servent à transporter les caisses de ravitaillement, elles-mêmes d'abord montées à la verticale par des grues, fixées à peu près au milieu des parois rocheuses, au-dessus des débarcadères. La station de contrôle, elle, se situe sur l'île de Lewis, à 32 km de là. Parmi tous les phares que dirige le bureau, celui d'Élan Mor est le plus exposé aux éléments. Pourtant,
La compagnie estime qu'il n'est pas plus dangereux que les autres. Le travail de gardien de phare est certes fastidieux, parfois épuisant et souvent solitaire, mais très rarement mortel. Le dernier incident ayant entraîné un décès date de 1850. Pour opérer le phare, on embauche 4 gardiens. 3 y habitent en permanence, et toutes les 6 semaines, un bateau de ravitaillement arrive, et l'un d'eux est remplacé par le 4e pour prendre 2 semaines de congé sur le continent. Les 4 hommes sélectionnés sont parmi les meilleurs employés du bureau des phares du Nord, et pendant la première année de mise en service, tout se passe bien. Le gardien principal est James Ducat. À 43 ans, ça fait 20 ans qu'il fait ce métier. Marié et père de 4 enfants, il a été choisi pour diriger le phare alors même que le chantier n'était pas encore fini. Sa fille de 8 ans se rappellera bien plus tard qu'il a fallu le convaincre d'accepter. Il disait que c'était trop dangereux, qu'il avait une femme et 4 enfants qui dépendaient de lui. Thomas Marshall est le second assistant. À 28 ans, c'est un célibataire sans enfant. Donald MacArthur, 40 ans, marié et sans enfant lui aussi, n'était pas censé travailler sur Ellenmore. Ancien soldat, il remplace le premier assistant de Ducat, William Ross, en arrêt maladie longue durée. Enfin, Joseph Moore est le 3e assistant. Au moment où cette histoire commence, c'est lui qui est en congé pour 2 semaines. Le 15 décembre 1900, il est environ minuit quand le bateau à vapeur Arctor, en provenance de Philadelphie, approche des îles Flannan. La météo est orageuse, mais assez dégagée pour que le capitaine Holman remarque quelque chose d'étrange à l'horizon. Le phare d'Ellenmore est éteint. Impossible de faire demi-tour, alors il ralentit et navigue prudemment, un peu à l'aveugle. Malheureusement, il heurte des rochers, et même s'il arrive à bon port, il doit gérer les réparations du navire, si bien qu'il signale la situation du phare le 18 décembre seulement. Les autorités sont très étonnées. Elles emploient un homme, Robert Mackenzie, dont le travail est justement de surveiller le phare en permanence depuis la base de Lewis et de signaler tout incident. Interrogé, Mackenzie explique que depuis 5 jours, le brouillard est tellement épais qu'il est incapable de dire si le phare est allumé ou éteint. Le bureau demande alors au bateau de ravitaillement, l'Hespérus, de profiter de son voyage du 20 décembre pour s'assurer que tout va bien. Mais à cause de la météo qui empire, ils doivent attendre le 26 décembre pour prendre la mer vers Ellenmore. À l'approche de l'île, le navire fait sonner sa corne de brume pour avertir de son arrivée comme c'est l'usage. Pas de réaction du côté du phare. Le capitaine Harvey ordonne qu'on tire une fusée de signalement. Mais toujours rien. Le drapeau du phare, censé flotter au vent pour montrer que les gardiens ont bien vu l'arrivée du bateau, n'est pas en place. Joseph Moore, le 4e gardien, monte alors dans une barque avec 2 marins. À midi, il pose le pied sur Ellenmore. Plus il approche de la sombre silhouette du phare, plus il est inquiet. Le ravitaillement a 6 jours de retard. Les gardiens devraient presque courir vers la jetée pour récupérer les caisses. Joseph Moore pose la main sur la grille principale. Tiens, elle est verrouillée. Il se dirige vers la porte du quartier d'habitation, fermée, elle aussi. Heureusement, il a pensé à prendre son jeu de clés. À l'intérieur, le silence règne. La cuisine est ouverte et elle semble en ordre. Ducat? Marshall? MacArthur? Y a quelqu'un? Pas de réponse. Dans la cheminée, les cendres sont froides. Ça doit faire plusieurs jours que personne n'a allumé un feu. Joseph regarde au mur. Les pendules n'ont pas été remontées. Là aussi, ça ne date pas d'hier. Il entre dans les chambres, puis dans l'espace de stockage. Personne. Et rien ne semble avoir été dérangé. À ce stade, Joseph Moore n'a plus qu'une chose à faire, monter dans le phare. Mais alors qu'il lève les yeux, il est pris d'une peur panique à l'idée de trouver là-haut les cadavres des 3 gardiens. Joseph sort et court vers la jetée pour demander aux 2 marins de venir avec lui. Quelques minutes plus tard, les 3 hommes grimpent jusqu'à la lampe du phare. Aucune trace des gardiens. La lampe est éteinte, bien sûr. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle est prête à être allumée. Le réservoir d'huile est plein, les mèches sont en place, les rideaux sont tirés et la lampe a visiblement été nettoyée. En redescendant, le groupe remarque un détail troublant. Les bottes et les cirés des 3 gardiens ne sont plus là, sauf un, celui de MacArthur, encore accroché au porte-manteau. Il serait sorti sans se couvrir, en plein hiver et par ce temps? Ça n'a pas de sens. Le trio décide de retourner sur l'Hespérus et faire leur rapport au capitaine Harvey. Conscient que la priorité est de rallumer le phare,
pour éviter un accident, il ordonne à Moore de retourner s'en occuper. 3 marins volontaires l'accompagnent. Le lendemain matin, les 4 hommes font le tour de l'île pour trouver des traces des gardiens disparus. Au débarcadère Est, rien à signaler. Les cordes d'amarrage sont à l'abri dans la caisse prévue à cet effet. Sur la jetée Ouest, en revanche, plus exposée aux éléments, c'est une autre histoire. Les rails de fer du tramway à vapeur ont été arrachés de leur fondation et brisés à plusieurs endroits. La caisse qui contient les cordes d'amarrage a disparu, alors qu'elle est normalement coincée dans une crevasse de la falaise et solidement attachée. Visiblement, l'endroit a été touché par une tempête très violente. Il y en a eu plusieurs entre le 15 et le 26 décembre. Par contre, aucun signe des gardiens. De son côté, le capitaine du bateau de ravitaillement se rend dans la station de télégramme la plus proche et écrit à son employeur, le secrétaire du bureau des phares du Nord, à Édimbourg. Un terrible accident est arrivé aux îles Flannan. Les 3 gardiens, Ducat, Marshall et l'occasionnel MacArthur, ont disparu de la surface de l'île. Les pendules étaient arrêtées et d'autres signes indiquent que l'incident a dû se produire il y a environ une semaine. Les pauvres bougres ont dû être soufflés par-dessus les falaises ou se sont noyés en tentant de sécuriser une grue. En effet, c'est une hypothèse. Mais pour la confirmer, la compagnie ordonne une enquête. C'est Robert Muirhead, surintendant du bureau des phares du Nord, qui s'en charge. Il connaît bien les 3 disparus, c'est lui qui les a embauchés il y a 1 an. Muirhead débarque sur Ellenmore le 29 décembre 1900. Dans un premier temps, il confirme les différents constats de Joseph Moore. Au débarcadère Ouest, il remarque qu'un rocher d'environ 1 tonne a été délogé de sa position pour rouler plus bas sur le chemin. Ça laisse penser que l'île a été balayée par des vents d'une puissance impressionnante. Sur la rambarde qui borde le chemin menant de la jetée au plateau, l'enquêteur voit aussi qu'il manque la corde de sécurité. Pour lui, le vent seul n'a pas pu provoquer autant de dégâts. Il faudrait que des vagues plus hautes que d'habitude s'écrasent contre les falaises de l'île. Il fait le calcul, si c'est bien ça qui a endommagé le matériel, les vagues faisaient au moins 34 mètres de haut. Muirhead déduit que l'incident s'est déroulé le 15 décembre 1900, après 9 h du matin. C'est la date de la dernière entrée du journal retrouvé dans le phare, celui où les gardiens notent chaque jour les conditions météo et les événements de la journée. Plus précisément, il indique une tranche horaire entre midi et 16 h. Après midi, parce que la préparation de la lampe qui a été faite, on le sait, est une tâche du matin. Et après 16 h, parce que la lampe n'a pas été allumée depuis la nuit du 15 décembre, nuit qui tombe à cette époque, vers 16 h. Avec tous ces éléments, Robert Muirhead rend sa conclusion. Pour lui, le 15 décembre 1900, en début d'après-midi, la tempête fait rage. 2 des 3 gardiens sortent pour aller sécuriser le matériel au débarcadère Ouest. Là, ils sont surpris par une vague géante qui les emporte par-dessus la falaise. Comme il ne voit revenir personne, le 3e gardien sort à son tour, s'approche de la jetée Ouest, et lui aussi est victime d'une vague plus haute que les autres. Le bureau des phares du Nord lit le rapport de Muirhead et l'affaire est classée. Les 3 gardiens du phare d'Ellenmore ont été victimes d'un accident tragique, rien de plus. Quant au corps, ils n'ont jamais été retrouvés. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle encore 120 ans après ? Eh bien parce qu'il reste dans cette affaire des éléments mystérieux dont on n'a pas vraiment l'explication. Vous verrez d'ailleurs que parmi eux, certains font plus partie de la légende que de l'histoire réelle. Commençons par le journal des gardiens du phare, celui qui a permis de dater l'incident. Voici ce que de nombreuses sources affirment y avoir lu. 12 décembre, vent nord-nord-ouest, la mer est en furie, tempête à 21 h. Jamais vu une tempête pareille. Tout est en ordre. Ducat est irritable. Midi, la tempête fait toujours rage. Le vent est constant. On ne peut pas sortir. Un bateau est passé en sonnant sa corne de brume. On pouvait voir la lumière des cabines. Ducat est calme. MacArthur pleure. 13 décembre. La tempête a continué pendant la nuit. Le vent est passé d'ouest au nord. Ducat est calme. MacArthur prie. Midi. Lumière du jour grise. Moi, Ducat et MacArthur prions. 15 décembre. 13 h. La tempête a pris fin. La mer est calme. Dieu est au-dessus de tout. Ces 3 entrées ont fait couler beaucoup d'encre. Elles contredisent l'idée qu'une tempête a eu lieu le 15 décembre, affirment que les 3 hommes n'étaient pas très sereins, et la dernière phrase qui fait référence à Dieu n'a pas vraiment de sens, si ce n'est alimenter le mystère. Il y a cependant un problème majeur. Ces textes n'ont jamais existé.
Ils ont été inventés par un magazine pulp américain des années 20, qui racontait l'histoire et voulait y ajouter du sensationnel. Le vrai journal s'arrête au 13 décembre. Des entrées pour les journées du 14 et du 15 ont été retrouvées sur des ardoises, le gardien voulant les recopier plus tard dans le carnet. Sur celle du 15 décembre, des observations météo font état d'une tempête, et c'est tout. D'autres sources expliquent que dans la cuisine, on a retrouvé un repas à moitié entamé et une chaise renversée. Ça laisse penser que les gardiens ont dû réagir très vite à quelque chose. Mais là aussi, ni Joseph Moore, ni Robert Mured ne font mention d'un tel constat. Vous vous demandez aussi peut-être si des vagues ont vraiment pu dépasser les 34 mètres pour emporter les 3 hommes. Eh bien, si on se réfère aux observations de Walter Aldebert, c'est possible. Il a été gardien du phare d'Ellanmore entre 1953 et 57 et a pu voir l'édifice éclaboussé par l'eau de mer alors même qu'il est à 83 mètres d'altitude. Il a aussi filmé des vagues géantes et a failli être emporté par l'une d'elles tandis qu'il se tenait à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au final, il reste 2 mystères, bien réels ceux-là, autour de la disparition des 3 gardiens du phare d'Ellanmore. Le premier, pourquoi des hommes aussi expérimentés auraient pris le risque de sortir en pleine tempête pour sécuriser du matériel? Selon une théorie, ce serait à cause de l'argent, tout bêtement. À cette époque, quand le matériel est endommagé, les gardiens doivent payer une amende. Et il se trouve que 6 mois avant leur disparition, ceux d'Ellanmore avaient été sanctionnés précisément pour cette raison. 5 shillings à verser au bureau des phares. En 1900, 5 shillings est une somme très importante. Mais est-ce que ça vaut vraiment une vie? Et quand bien même, c'est le second mystère de cette histoire, pourquoi MacArthur, sorti si précipitamment qu'il n'a pas enfilé son ciré malgré la tempête, a pris le temps de verrouiller la porte qui mène à celle de la cuisine et la grille principale du phare? C'est bien pour ça qu'on parle encore de cette histoire plus de 120 ans après. On ne sait pas et on ne saura jamais ce qu'il s'est réellement passé le 15 décembre 1900 au large de l'Écosse. En 1971, le phare a été entièrement automatisé et plus personne n'habite sur l'île. Si vous passez un jour dans le coin, les habitants vous diront de tendre l'oreille. Il paraît que certains soirs, on peut entendre la voix des gardiens disparus émaner des crevasses qui parsèment les falaises d'Ellanmore. Sans doute l'effet du vent qui s'y engouffre et qui en ressort. Oui, le vent, c'est sûrement ça. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ele Sahar. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains si ce n'est pas déjà fait. Commentez-le, partagez-le. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.